Bonjour, je suis, Claire Metz, je suis, d'une part, psychologue clinicienne et je reçois, des enfants, des adolescents et des adultes, tous, fortement impactés, par la crise sanitaire et par ailleurs, je suis, également maître de conférences, HDR, émérite à l'université de Strasbourg. Je vais aborder les retombées psychologiques de la Covid-19 sur les populations vulnérables. Je vais étudier ici différentes populations vulnérables, les enfants, les adolescents et certains adultes. D'abord les enfants et les adolescents, et en premier lieu les enfants. Alors pourquoi? Ils sont en pleine construction psychique, de ce fait, ils sont vulnérables, ils ont besoin de repères, de stabilité, le besoin d'attachement sécurisé. Ils ont besoin de pouvoir compter sur leurs liens affectifs. Les repères et la stabilité ont été considérablement bouleversés durant cette année avec, tout ce qu'ils ont connu comme, ouverture, fermeture de classe, confinement, déconfinement, reconfinement. La nécessité de se tenir à distance de leurs camarades, d'avoir des, lieux de récréation séparés. Ils ont été très éprouvés, on leur a beaucoup demandé et ils ont été bien dociles, pour ceux que j'ai vus. La Covid-19 a ainsi constamment bousculé leurs repères de stabilité et de sécurité qui les environnaient. Et cela d'autant lorsque les adultes environnants étaient eux-mêmes éprouvés. La crise sanitaire a eu pour effet que les enfants ont été environnés par des adultes qui étaient parfois eux-mêmes très fragilisés, anxieux, déboussolés, plus ou moins touchés par cette crise. Difficile pour les enfants de retrouver leurs repères de sécurité chez ces adultes qui n'étaient en rien, coupables de cette difficulté, puisque eux-mêmes n'étaient pas en état forcément, de pouvoir être, plus disponibles. Je vais citer le cas de Laurent, petit garçon anxieux, perturbé par des angoisses diverses. Bien avant la crise sanitaire, sa mère a été éprouvée par une dépression qui perdure depuis, avec une grand-mère, maternelle elle-même très anxieuse. Laurent, à la suite d'un séjour chez cette grand-mère durant le deuxième confinement, a développé une phobie qui portait sur le risque de maladie et par extension phobie qui s'est étendue sur des animaux comme les insectes et qui s'est étendue à des plantes comme les champignons ou les arbres qui portaient ces champignons. Par ailleurs, Laurent est un excellent élève et les confinements et les fermetures de classe le plongent dans une angoisse importante de ne pas être assez performant l'année prochaine. Ainsi, Laurent est passé durant cette épidémie d'une simple anxiété à une véritable phobie invalidante qui l'empêche de dormir, ne pouvant pas lui non plus s'étayer sur les adultes vulnérabilisés qui l'entouraient et qui ne pouvaient pas faire mieux que leur état psychique le leur permettait. J'en viens aux spécificités adolescentes. D'une manière générale, les adolescents sont une population fragile. Puisque les 15-24 ans constituent depuis longtemps un groupe d'âge particulièrement touché par le suicide. Le suicide est la deuxième cause de mortalité à ces âges. Les adolescents ont également été confrontés aux mêmes adultes en difficulté, souvent pour les soutenir, mais ce n'est pas le seul aspect. Par exemple, Amélie est une jeune adolescente déjà suivie depuis un moment, parce qu'elle présente des accès de déprime, parfois très très graves, où elle n'éprouve plus aucun besoin de vivre. C'est une excellente élève, mais elle est constamment dans un état d'angoisse par rapport à ses notes. Lors de la Covid, son grand-père contracte le virus et on lui annonce son décès incessamment. Elle s'attend pendant une semaine à ce décès. Finalement, le grand-père guérit. Julie en est très heureuse, mais elle reste extrêmement ébranlée, présente à nouveau des idées suicidaires. Le psychiatre la met finalement sous antidépresseurs. J'en viens par rapport aux adolescents à une autre spécificité de l'adolescence, c'est la construction psychique particulière. Cette construction psychique à l'adolescence implique une séparation psychique d'avec le parent.
Séparation qui va lui permettre de s'individuer, de se construire progressivement en tant qu'adulte sur sa voie propre. La crise sanitaire a privé ces adolescents de leur propre monde personnel, de leur monde extérieur, les confinant plus ou moins dans le cadre familial, les empêchant de s'émanciper tranquillement de leur famille. Je cite Salma, jeune fille passionnée de musique balinéenne. Elle consulte car elle présente depuis quelque temps des accès de déprime. L'entretien révèle un vide interne très anxiogène, des idées suicidaires récurrentes, malgré des liens affectifs amoureux et amicaux solides. Le double suivi psychothérapique et psychiatrique n'empêchera pas une tentative de suicide dont elle réchappe par miracle. Salma a beau avoir une amie, une amoureuse, elle a beau avoir des amis solides, elle traverse des passages extrêmement noirs au cours desquels le passage à l'acte suicidaire s'est présenté. Les parents comprennent très difficilement les états d'âme de Salma parce qu'ils la voient joyeuse, entreprenante, et ils ne comprennent pas qu'elle puisse traverser des passages aussi dramatiques. Salma dira en fait, mais c'est pas une vie. Aller au lycée, voir ma copine et ensuite rentrer à la maison et rester en famille et ne pas sortir, c'est pas une vie. Ensuite, troisième élément concernant les adolescents, ainsi que les enfants, mais principalement les adolescents ici, c'est l'arrêt des activités sportives et culturelles. Habituellement, pour les adolescents, c'est un vecteur d'émancipation, de projection de l'avenir proche ou lointain. C'est un moment de plaisir, c'est ce qui donne sens à leur vie. Et cet arrêt a eu un effet catastrophique pour des jeunes qui se lançaient dans ces activités, vectrices de rapports sociaux, d'éprouvés corporels pour certaines activités, voire des projections possibles pour l'avenir. Par exemple, Sonia, qui fait du théâtre depuis des années, activité qui a été brutalement supprimée avec le premier confinement, et depuis prise dans des crises d'anxiété violentes qui la submergent. Alors, elle est doublement vulnérable parce que elle est dans l'adolescence, elle traverse l'adolescence, mais par ailleurs, elle a un frère aîné qui est dans un état mental grave depuis des années et qui monopolise parfois l'attention parentale, ce que l'on comprend parfaitement compte tenu de la gravité de l'état de ce frère. Autre exemple, Charlène. Charlène a un passé phobique qui a été surmonté difficilement jusqu'à l'année dernière. Elle avait beaucoup de mal à dormir seule, c'était tout à fait impossible de dormir sans sa mère. Et les visites chez le père divorcé étaient compromises dès qu'elle devait dormir seule. À la suite des consultations, bon, elle a pu dormir seule de manière régulière chez sa mère, mais après le premier confinement, cette fois-ci, les phobies changent d'aspect et elle ne parvient plus à reprendre l'école. Elle reprend un petit peu en septembre. Elle a une première crise de phobique après le deuxième confinement. Et après le troisième confinement, cette fois-ci, elle demeure tout à fait bloquée à la maison et ne parvient plus, malgré son désir, à se rendre à l'école. De manière générale, un certain nombre d'adolescents peinent, comme Charlène, comme Salma, à retrouver une raison de vivre et ne se projettent que dans la perspective d'actes suicidaires et de mettre fin à leur jour. Comme l'avait dit Salma, c'est pas une vie. Les adolescents, me semble-t-il, ont ainsi payé particulièrement cher cette crise qui a embolisé ce qui constituait une partie de la joie de vivre et de l'élan vital à cet âge. En témoigne l'étude Conféado. Santé publique France a lancé cette grande recherche nationale sur la manière dont les enfants et les adolescents âgés de 9 à 16 ans ont vécu le confinement dans le contexte épidémique de la Covid-19. Cette enquête est disponible en ligne et nous avons les premiers résultats. Ainsi, on observe des disparités en santé mentale qui sont classiquement retrouvées selon l'âge et le sexe.
avec une santé mentale plus impactée chez les adolescents, 13-18 ans, que chez les enfants, 9-12 ans, et une santé mentale plus impactée chez les filles que chez les garçons. Les résultats font également ressortir une nette fracture sociale lors du premier confinement. En effet, les enfants et les adolescents qui ont ressenti davantage de détresse sont ceux qui étaient issus de familles plus fragilisées, telles les familles monoparentales avec un niveau d'études plus faible, davantage ouvriers ou employés, nés à l'étranger et en situation d'isolement social, et qui étaient de plus exposés à des conditions de logement difficiles, ça va souvent ensemble, par exemple confinés en zone urbaine, dans un appartement ou une maison sans jardin, sans accès à un extérieur dans le logement, ou avec une suroccupation du logement sans possibilité de s'isoler. Et ça a été d'autant plus difficile que s'ajoutaient des conditions économiques difficiles, telles que des difficultés financières et alimentaires, une période de chômage des parents déjà avant le confinement, une baisse des revenus suite à l'épidémie et s'est rajouté là-dessus l'absence de connexion à Internet. Internet a joué dans ce cas le rôle d'une fenêtre sur le monde pour ceux qui pouvaient en disposer. Ces enfants et adolescents ont souffert davantage d'un manque d'activité pendant le confinement. Moins de sorties à l'extérieur, une forte consommation d'écran avec davantage de temps quotidien passé sur les réseaux sociaux, moins de contact avec leurs amis et moins d'activités ludiques avec les adultes. Ces enfants-là étaient davantage dépassés par les devoirs que les autres. La détresse psychologique était également influencée par l'infection et l'hospitalisation d'un proche suite à la Covid-19. On voit ainsi comment se sont ajoutés différents facteurs, comment les facteurs sociaux, les conditions de vie, les conditions sociales, les conditions financières se sont rajoutées aux conditions de santé des proches pour finalement aboutir chez certains enfants et adolescents à des situations véritablement catastrophiques. Alors à l'opposé, bien sûr, les enfants les plus résilients étaient ceux qui n'ont pas eu de détresse pendant le confinement, qui avaient de meilleures conditions de vie, qui avaient des activités à l'extérieur, qui avaient des contacts avec des amis, une consommation modérée des réseaux sociaux et qui avaient des activités ludiques avec des adultes tous les jours. Les impacts de la crise sanitaire pour les enfants et les adolescents ont ainsi été très hétérogènes, bénins chez certains, sévères chez les autres, selon une fracture sociale manifeste. J'ajouterai que les conséquences psychologiques de l'ordre de l'anxiété ou de la dépression ne vont pas s'éteindre avec une fin possible de la crise sanitaire. Ce sont des effets difficiles à résoudre à long terme qui impactent profondément la vie des enfants et des adolescents. Donc on peut craindre cette fois-ci une vague pour ces jeunes, mais une vague au niveau de la santé psychique. Quant aux adultes, ils ont été, comme les enfants et adolescents, touchés de diverses manières. De même que l'atteste l'étude précédente, pour les plus insérés familialement, socialement, ceux qui gardaient leurs emplois, ceux qui ont disposé de locaux d'habitation assez vastes et assez calmes, les effets ont été atténués sans être effaçables ou banalisables. Certains ont été de plus touchés par un deuil et au temps de la Covid, cela a signifié un deuil sans accompagner la personne décédée. Des événements de vie heureux ont dû être reportés, tels que les mariages. Mais aussi, par exemple, les PMA. Les soins et les opérations nécessaires ont été retardés du fait de la surexploitation des hôpitaux. Cela a touché chez les adultes la capacité de chacun à se projeter dans l'avenir proche et lointain. Enfin, certains ont été durement affectés, conjuguant, comme pour les enfants, la solitude, la précarité, la vie familiale épuisante à l'opposé. Pour ceux qui se trouvaient déjà fragilisés avant cette crise sanitaire a décuplé les effets psychologiques négatifs. Anxiété, déprime, idées suicidaires. Je cite Marie-Claude. Marie-Claude est une jeune retraitée
qui vient d'essuyer une rebuffade pas très grave au sein de l'association dans laquelle elle souhaitait s'investir davantage. Mais elle se trouve plongée dans un état réactionnel lors du premier confinement, état d'angoisse irrépressible, heu, plongée dans des rituels de lavage qui n'en finissent plus et pour lesquels elle finit par consulter. J'en viens de manière plus générale à la vulnérabilité des salariés français en m'appuyant sur une étude récente qui est la 6e édition du baromètre de l'état de santé psychologique des salariés français. Dévoilée le 23 mars 2021, elle fait apparaître un niveau de détresse psychologique élevé chez ceux-ci. Je cite: «Signe de la dégradation constante de la santé mentale des salariés, ce 6e baromètre indique désormais un doublement du nombre de dépressions sévères sur l'année écoulée. Une détresse psychologique qui serait de plus en plus visible pour près de 2/3 des salariés, dont une fraction craindrait même la survenue de drames au sein de leurs entreprises, tels que suicides, agressions physiques entre collègues ou assassinats. Selon cette étude, les jeunes, les femmes, les managers constituent des populations vulnérables. 62% des salariés de moins de 29 ans jugent notamment être dans un état de détresse psychologique. L'étude affichant pour cette population un risque de dépression sévère de près de 40%. Les jeunes salariés apparaissent ainsi comme les plus impactés psychologiquement par les conséquences de la crise. Comme le disait Salma, c'est pas une vie. Plus de la moitié des femmes disent être dans un état de détresse psychologique. En cause, l'accentuation par la crise des difficultés qu'on connaît bien chez les femmes à mener de front vie professionnelle et charges familiales. Mais pour elles, les charges familiales se sont doublées de l'obligation d'enseigner pour leurs enfants. Dernier segment à risque, les managers, qui avouent aussi se sentir dans un état de détresse psychologique. En tout état de cause, le baromètre démontre que la taille du lieu d'habitation influe sur le niveau de détresse psychologique. Là encore, on retrouve la fracture sociale déjà observée auprès des enfants et des adolescents. Près de 2/3 des salariés résidant dans une surface inférieure à 40 mètres sont sujets à la détresse mentale. Autre facteur de détresse psychologique pointé par l'étude, le télétravail. Ainsi, 4 télétravailleurs sur 10 se décrivent comme arrivant à saturation et la moitié d'entre eux désignent le manque de lien social comme impactant négativement le sens donné à leur travail. Par exemple, Chloé était déjà en difficulté avant la crise parce qu'elle était déjà en télétravail. Elle avait déjà souligné à quel point ce télétravail impactait sa vie négativement, car c'est une personne avec peu de relations sociales et le télétravail accentuait cet isolement. La crise sanitaire l'a conduit, elle aussi, à des rituels de lavage extrêmement intenses, dans une angoisse où tout est devenu menaçant. Encore une étude portant sur la population, cette fois-ci de la Savoie, qui montre que la crise sanitaire a fragilisé la santé mentale des habitants, surtout chez les jeunes, une fois de plus, et chez les actifs, on observe une augmentation des troubles anxio-dépressifs déclarés. Ainsi, chez la population d'actifs, on observe des sentiments d'anxiété réguliers, des sentiments de dépression réguliers, des troubles du sommeil fréquents et une augmentation de la consommation de tabac. Chez les jeunes de 18-24 ans, on observe un fort sentiment de solitude pendant le premier confinement et respectivement 53% et 60% de ces 18-24 ans se sentent régulièrement anxieux et déprimés. Ces études confirment les résultats et l'aggravation de la santé mentale des Français, en particulier chez les populations vulnérables chez les actifs, mais aussi populations vulnérables que sont de toute façon les enfants et les adolescents. Un dernier paragraphe sur les consultations à distance qui se sont multipliées, que ce soit chez les praticiens en libéral ou des institutions telles qu'à Strasbourg, la Maison des adolescents, qui a proposé sans discontinuer des consultations à distance. Je cite un témoignage de Leka Hermini et de Eve Bekash, disant: au téléphone, il est plus facile de parler de soi, d'évoquer les sujets les plus intimes, de se laisser aller à des confidences,
mais aussi de questionner avec insistance, avec moins de gêne et de pudeur. Les questionnements à propos de difficultés relationnelles, du mal-être, sont évoqués librement, sans honte, les appelant ose. L'auteur évoque dans ce texte le rôle transitionnel si particulier du téléphone, véritable doudou de poche pour les adolescents, venant incarner le doudou thérapeute, puis l'espace transitionnel dont parlait Winnicott. Finalement, tel le fil d'Ariane, incarnant et sécurisant le lien interpersonnel, le téléphone et la visioconsultation ont pu devenir, avec leurs mésusages et leurs tentatives de détournement propres à toute rencontre adolescente attaquante du cadre, un outil thérapeutique à part entière. Il s'agit de rester malléable et néanmoins thérapeutique. Je peux témoigner des visioconsultations que j'ai pu avoir, y compris avec des jeunes enfants, ce qui est plus étonnant, puisque a priori, les jeunes enfants ont toujours besoin de médiums, que ce soit le dessin ou que ce soit le jouet. Mais ça leur a permis pour certains de montrer leur chambre, de décrire les objets de leur quotidien, d'évoquer leurs jouets, de jouer avec les jouets en me demandant de jouer de l'autre côté de l'écran avec leurs jouets. Donc ce médium a effectivement permis d'être malléable et néanmoins thérapeutique par rapport à des populations tout à fait inattendues. Je ne parle pas des adultes pour qui la visioconsultation ou le téléphone a pu effectivement tenir lieu de fil d'Ariane qui ne les lâchait pas pendant cette crise sanitaire. En conclusion, la crise a eu des effets délétères pour les populations vulnérables, jeunes, femmes, salariés en télétravail. Parmi ces populations vulnérables, ceux qui présentaient des éléments de fragilité psychique ont été particulièrement éprouvés. Les enfants et les adolescents ont été très exposés car ils ne pouvaient plus compter sur des adultes eux-mêmes parfois très éprouvés, la fragilité des uns se conjuguant à la fragilité des autres. Les adolescents ont été fauchés par cette crise au moment même où ils se lançaient dans un élan vital vers une vie personnelle, vers le groupe des pairs PAIRS, permettant la distanciation du couple parental. Paradoxalement, ce couple parental dont ils ont encore besoin pour se sentir aimés et soutenus. Les dispositifs santé psy étudiants et santé psy enfants tentent actuellement de remédier aux difficultés mentales des enfants et des jeunes. Ils sont nécessaires, mais ils arrivent bien tard face aux détresses psychologiques multiples que nous avons citées et qui risquent de perdurer bien après la pandémie si celle-ci a effectivement